Et c'est parti pour un voyage à travers le temps. Sur les rives du lac du Bourget, l'abbaye de Hautecombe raconte à la fois l'histoire de la Savoie et celle du romantisme. Lamartine est fascinée par les montagnes. Montagnes qui sont jamais aussi belles à ses yeux que lorsqu'elles se reflètent dans les eaux d'un lac. Puis nous visiterons la citadelle classée de Briançon et ses secrets bien gardés. Un secret lourd, visiblement, Ouais, 27 kilos. avec la boîte, et que les Briançonnais ne connaissent pas. Sous la capitale des Gaules, le mystère des souterrains de Lyon reste entier. Comment est-ce qu'on peut avoir construit un truc pareil sous une grande ville sans qu'on sache à quoi ça sert? Chronique d'en haut vous emmène aujourd'hui sur les chemins de l'histoire. Notre périple commence à Aix-les-Bains, sur les rives du très romantique lac du Bourget, où Laurent décide de faire escale, dans les jardins ensoleillés de l'abbaye de Hautecombe. De quoi prendre un petit bain d'histoire et de spiritualité en profitant d'une des résidences de la lignée des ducs de Savoie. Ils avaient une belle vue quand même, hein. Une abbaye somptueuse qui a vu passer plus de 8 siècles d'histoire. Un édifice d'abord habité par des cisterciens venus chercher la quiétude des montagnes toutes proches. Qu'est-ce qui explique qu'on soit aussi bien installé? Cela dit, les abbayes sont souvent dans des endroits magnifiques. C'est indispensable en fait d'avoir beaucoup d'espace et de volume, parce que parmi les vœux que prononcent les religieux, il y a le vœu de stabilité, c'est-à-dire le fait de savoir qu'on va passer toute sa vie pratiquement au même endroit. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est difficile à supporter et qui est beaucoup plus supportable quand on a des espaces importants qui sont un peu en contraste avec la cellule dans laquelle on vit, qui est une petite chambre à petite échelle. Ouais. Donc il faut des grands espaces à grande échelle. Et en plus, avec ici le paysage, on est servi pour la grande échelle. Plutôt pas mal, oui, pour la méditation. Et alors donc là, les moines, et puis là, les appartements royaux. Voilà, c'est ça. À l'époque, la Savoie est encore piémontaise quand la famille royale décide de s'installer aux côtés des moines de Hautecombe. S'entame alors une longue cohabitation entre la cour et les ecclésiastiques. C'est assez sobre en fait, la partie royale, la résidence du roi. Oui, bon, c'est tout à fait dans l'esprit du reste du bâtiment. Il n'y a pas de raison tout d'un coup de dire attention, je suis là. D'autant plus que quand le roi vient, c'est plutôt pour faire des prières et mener la vie, sinon des moines, du moins à réfléchir. C'est un moment de spiritualité pour lui, c'est pas un moment de... C'est pas Versailles. Voilà. Au-delà de la beauté du site, en fait, la famille royale de Savoie joue une carte politique en s'installant sur le lac au carrefour européen des grands pays qui l'entourent. Ainsi, la reine Marie-Christine et son époux Charles-Félix entretiennent l'abbaye et aménagent cette drôle de tour qui surplombe le lac comme un phare. Ah bah d'ailleurs, ça ressemble vraiment à quelque chose de marin, de maritime, cette Oui, pièce. oui. C'est étrange. La reine Marie-Christine était un peu loin de la mer. Bon, elle avait peut-être envie d'avoir l'air d'être dans un bateau. Alors, il paraît qu'elle était là et qu'elle faisait comme si elle était dans un bateau. Alors, on est quand même à la montagne, Oui, tout à fait. ou en bas des montagnes, et le lac est un lac dangereux. C'est pas du tout un petit truc en étang avec des carpes qui vous regardent. Mais on va aller voir en haut parce que je crois que c'est encore plus visible Oui. là-haut. C'est là, il y a une porte, je crois. Hein. Oui, c'est là, je crois. Ils sont bien dissimulés. Hein. Je vous laisse passer devant. Oui, on va y arriver. Là, on arrive en haut du mât, effectivement. Ah bah oui, je comprends mieux le concept de fanal, de phare. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a fabriqué une tour un peu ludique, un petit peu tape à l'œil, dans un lieu sacré, une abbaye, voire même un tombeau, puisque ici c'est le tombeau de la famille de Savoie. Voilà, c'est ça. Ils ont plusieurs tombeaux, mais c'est un des endroits où il y a le plus de monde, si j'ose dire. Et vous avez l'Europe entière qui est enterrée ici. Ah oui, quand même. Parce que la famille de Savoie savait très bien organiser sa survie, si j'ose dire, parce qu'ils étaient coincés entre plusieurs pays importants, dont la France. Et ici, le phare, il est décoratif. C'est le 19e siècle, c'est l'époque troubadour, c'est le retour au gothique, c'est Walter Scott, etc. C'est vrai qu'on dit que le lac du Bourget est l'un des hauts lieux du romantisme en France, mais il y a une raison à ça, Béatrice. C'est vrai, il y a une raison historique, puisque c'est ici qu'est née la poésie romantique française avec Alphonse de Lamartine, qui a écrit beaucoup de ses poèmes, des méditations poétiques, dont le fameux Lac. Et en fait, c'est une histoire palpitante. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant que tu vas nous raconter. Oui, c'est une histoire forte, intéressante, qui va donner naissance à cette poésie.
puissante, forte, mais triste quand même. Bah, c'est le romantisme. C'est le romantisme. Ô temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Le lac du Bourget est encore empreint de ces vers 2 siècles plus tard. C'est aussi le décor du roman Raphaël, dans lequel Lamartine évoque son histoire d'amour avec sa maîtresse, Julie Charles. L'écrivain romantique fit à Hautecombe la connaissance de celle qui allait devenir sa muse jusqu'à la fin de sa vie. La sauve de la noyade, dans un contexte radicalement différent de celui d'aujourd'hui. C'est la tempête, on est au mois d'octobre, et il emmène une jolie glacée par l'eau du lac se reposer dans une maison probablement au-dessus de la grange batelière. Donc on est dans le cadre magnifique de cette abbaye d'Hautecombe qui, il faut le rappeler, à ce moment-là, en tous les cas pour la partie église, qu'on voit très bien ici, était en ruine. Donc ce côté de ruine médiévale au bord d'un lac sauvage, c'est quelque chose de très romantique. L'histoire d'amour entre Lamartine et Julie Charles ne dure que 2 semaines, mais marque le poète jusqu'à la fin de ses jours, rendant le lac du Bourget et le romantisme français indissociables. Ce qui est extraordinaire surtout, c'est que, oui, il est là, mais c'est surtout de regarder ce qu'il contemple pour l'éternité et de se rappeler que Lamartine est fasciné par les montagnes. Montagnes qui sont jamais aussi belles à ses yeux que lorsqu'elles se reflètent dans les eaux d'un lac. Donc là, c'est tout ce qu'il aime, quoi. Du haut de son rocher, dominant la vallée de la Durance, la ville historique de Briançon ne passe pas inaperçue. Elle occupe une place stratégique fortement convoitée au fil des siècles. La cité Vauban lui a valu son classement au patrimoine mondial de l'humanité. Particulièrement bien préservé, Briançon est un joyau architectural au style atypique. Une visite incontournable dans les Hautes-Alpes. C'était un carrefour, donc des échanges, donc du commerce. Alors boum, on s'installe, on crée une ville, on la fortifie. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger. Alors effectivement, on est là dans une position stratégique pour le commerce, mais on s'expose aussi au passage accessoirement des invasions, des troupes. Et des pillards. Et des pillards, bien évidemment, ce qui justifie la nécessité de se défendre et donc de se protéger par différents moyens. Et ensuite vient une autre époque qui a fait toute la renommée de Briançon, même encore aujourd'hui, puisque la ville est classée UNESCO grâce à ça, c'est Vauban. L'architecte de Louis XIV qui construit des forts, mais alors pas qu'un, il en construit partout. Partout. Mais c'était si méchant que ça, les voisins, là? En fait, il en construit partout ici, il en construit partout en France. Alors ici, on va dire que la menace principale, elle vient du côté italien aujourd'hui, Ouais. mais qui à l'époque était le duché de Savoie. Effectivement, les relations entre la France et le duché de Savoie n'ont pas toujours été très bonnes. Et la nécessité de se fortifier, de se défendre, s'est accrue au fur et à mesure des conflits avec la maison de Savoie. Donc on les aimait pas, ça c'est clair, on ne les aimait pas beaucoup non plus. Et Briançon, c'était la première ville dauphinoise. Tout à fait, on est, on va dire, à partir de 1713, la première ville sur la frontière avec le duché de Savoie. Et alors là, c'est incroyable, parce que d'ici, on en voit déjà au moins 4 ou 5. Ouais. Il y en a combien au total? Alors au total, toute époque confondue, du XVIIe jusqu'au XXe siècle, il y a à peu près 25 ouvrages fortifiés autour de Briançon. Fort de Randouillet, des Têtes ou de la Salette, pour ne citer que, tout autour de la vieille ville, le moindre belvédère, le moindre sommet est occupé par une enclave militaire impressionnante. Des aménagements dissuasifs qui ne furent heureusement jamais utilisés, si ce n'est par des visiteurs venus du monde entier. Voilà, alors maintenant, quand il y a un point haut, c'est pour aller faire du ski, c'est pas pour tirer sur les envahisseurs. Voilà, c'est préférable. Ça s'est apaisé. Légèrement. On va voir à l'intérieur de la ville? Allez, on y va. Allez. Par-delà les remparts, par-delà l'histoire militaire de la ville, les habitants de Briançon ont su préserver quelques secrets bien cachés au cœur de leur cité. C'est paisible, hein? T'as vu le chat sur la- ouais, il est tranquille. En longeant l'étonnante gargouille de la rue principale, nous rejoignons les archives municipales pour découvrir l'un des plus anciens trésors. Alors t'as dit que tu voulais me montrer un secret. Ouais. Un secret lourd, visiblement, Ouais, 27 kilos. avec la boîte, et que les Briançonnais ne connaissent pas. Ils en connaissent l'existence, mais l'ont quasiment jamais vu. Voilà. Alors, visiblement, c'est précieux. Moi, je sais pas encore ce qu'il y a dedans, je me doute un peu quand même, ça doit être un vieux livre. Ouais, c'est ça. Jusque-là. Faut le si tu soulever, as- hein. Faut le soulever par-dessous. Combien ça pèse? 17 kilos. Ça date de quand? Donc c'est un ouvrage qui date du XVIe siècle, 1539 précisément. Donc pas tout récent. Waouh. Alors en fait, c'est un cadastre
qui recense la totalité des propriétés de la commune et des hameaux qui composent la commune de Briançon, et qui était un ouvrage en fait qui permettait de ce fait de récolter l'impôt, de lever l'impôt. C'est incroyablement bien calligraphié, dis donc. Voilà, ouais, c'est magnifique, hein. Le type, avant d'écrire sa première lettre, il fait des zigouillis comme ça, juste pour que ça soit beau, alors que c'est un recueil, un document administratif qui dit Monsieur Machin est propriétaire de tel autour et lieu que... C'est illisible et pourtant c'est très bien écrit, c'est étonnant ce paradoxe. Oh, regarde celle-là, là. Regarde celle-là. Ouais, elle est magnifique. Émerveillé, je feuillette certainement les plus anciennes pages de l'histoire de Briançon. C'est émouvant de se dire que cette feuille de papier a 600 ans et qu'il y a quelqu'un, il y a 6 siècles, qui a dessiné toutes ces lettres-là. C'est impressionnant. Place d'Armes. Il y a 2 cadrans solaires. Ah oui. Regarde. Là et là? Ouais. Et pourquoi il y en a 2? C'est un peu bizarre, non? Parce qu'en fait, c'est le cœur de Briançon, donc potentiellement il pouvait y avoir assez de monde. Et en fait, les 2 sont complémentaires puisqu'ils couvrent des plages horaires un peu différentes. Alors celui-là, il est assez intéressant parce que tu vois, il y a plein d'écritures dessus, qu'on appelle des devises. Elles sont la plupart en latin et celle du bas est assez instructive parce qu'elle raconte en fait l'histoire de cet endroit. Elle dit « L'ombre qui dirige le soleil veille aux travaux de Thémis, de Mars et aux affaires commerciales du Forum ». Et en fait, ce bâtiment sur lequel est dessiné, enfin est peint plutôt, le cadran solaire, c'est la maison de la justice. La place d'Armes, c'était une place dédiée à la guerre, puisque c'est là que les troupes se rassemblaient, que les soldats étaient passés en revue notamment. Ouais. Et puis c'était aussi la place des Halles, où avaient lieu les activités commerciales. Donc c'est l'hypercentre de Briançon, médiéval. On ne peut pas faire plus central. Ouais. C'est un petit côté à la fois italien et provençal et en même temps montagnard. C'est un drôle de mélange. C'est ça, c'est un mélange un peu atypique, ce qui fait l'identité un peu de Briançon. Si la place du marché est un point de rassemblement incontournable, l'église l'est tout autant. Mais à la fin du Moyen-Âge, elle fut détruite et déplacée pour devenir la collégiale Notre-Dame, qui, comment dire, ne passe pas inaperçue. Alors cette église, elle n'est pas du tout comme les autres en fait. Bah non, tu vois déjà qu'elle est imposante et en fait, elle a été signée de la main de Vauban. Vauban? Oui. Architecte militaire qui s'occupe des églises. Exactement. Et oui, cette église est aussi une fortification. Le bâtiment colossal, orienté au nord, permettait de protéger la ville des éventuels assauts car à l'époque, personne n'osait tirer sur un lieu de culte. Et sous sa carapace trapue, la collégiale renferme une horloge unique en son genre, encastrée dans le plafond et dont l'aiguille est entraînée par un balancier logé dans le clocher. Là, en fait, on monte dans le clocher, quoi. C'est ça. On va faire une petite bricole pour que la pendule puisse être à l'heure. Alors voilà le fameux mécanisme. Voilà, qui permet à l'horloge du plafond de la collégiale de fonctionner. Je trouve ça totalement fascinant de voir le temps s'écouler et de l'entendre. Complètement là, c'est le temps qui s'égrène. Bon, en même temps, c'est mécanique, donc il faut le remonter. C'est ça. Donc tu vois toutes le les poids. semaines. Voilà, tu vois le poids qui descend ici, qui est enroulé là, et donc toutes les semaines, effectivement. Il faut des biceps. Il faut des biceps pour remonter. Et dis-moi, j'ai vu l'horloge, donc elle est au plafond. C'est quand même la première fois de ma vie que je vois une horloge au plafond. Alors ça, c'est quelque chose d'assez atypique, effectivement. On connaît ça qu'à Briançon. On n'a pas d'autres exemples en France. Pourquoi ? Je pense que comme l'église pouvait servir de refuge en cas d'attaque, eh bien, si la population venait se réfugier à l'intérieur, ils avaient quand même la notion du temps qui passait. Ah, je vais la remonter ton horloge. Vas-y. Dans quel sens ? Et voilà, l'horloge est repartie pour une bonne semaine d'autonomie. Retour sur les remparts de la ville. Là, c'est bien parce qu'on a un autre point de vue sur la ville. Ça fait un peu village perché des Alpes du Sud. Oui, complètement. Bah, tu as des façades ocre un peu colorées. C'est vrai qu'on n'est pas loin du sud et on est dans le sud en fait. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette ville? Toi, tu y habites depuis Moi, nombreuses années. J'y habite depuis 15 ans. Et c'est vrai que ce que j'aime, c'est ce côté très ouvert. On est à la montagne, on est en altitude, mais c'est très ouvert, quoi. Merci à toi pour cette visite. Merci Laurent. On reviendra un jour où il y aura du soleil. Bah oui, il y a 300 jours de soleil par an, donc il y en a 65 où il fait mauvais. Donc, alors je confirme, c'est vrai que j'ai toujours eu du soleil à Briançon, sauf quand on est venu en tournage. Toujours. Direction maintenant la capitale des Gaules, où un mystère non résolu intrigue les historiens comme les ésotéristes.
Le réseau souterrain et secret des arêtes de poissons est une véritable énigme. De nombreuses galeries sont présentes sous la ville, témoins du temps où les habitants puisaient leur eau potable sous la colline. Mais les éboulements des années 30 rappellent subitement à chacun la fragilité d'un sol fait de moraines et l'intérêt pour la ville de se préoccuper de ses souterrains. C'est dans ce contexte que quelques années plus tard, les Lyonnais firent la découverte d'un réseau incroyable sous la Croix-Rousse, un réseau tout à fait surprenant. Bruno, ce souterrain, il est vraiment pas comme les autres. Oui, il n'est vraiment pas comme les autres, c'est vrai, il est unique, il est assez complexe. On est quelque part sous la Croix-Rousse, sur les pentes de la Croix-Rousse, et puis tu verras qu'on va t'emmener de plus en plus profond avec un réseau assez tentaculaire. T'es pas au bout de tes surprises. Ouais, mais t'as pas le droit de me dire où on est. Enfin, Non, moi je le sais parce que je suis venu, mais on peut pas te dire où on est. En même temps, quand on est sous terre, ça n'a pas vraiment d'importance. On est dans les arêtes de poissons et c'est ce qui importe. Allez, on y va. Hop, 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 Laurent, par ici, reste avec nous. Oui. Sinon tu vas te perdre, c'est plutôt par là qu'on va aller. Passer devant tous les deux, moi je préfère. Non, parce qu'il faut connaître. Ce que vous allez découvrir maintenant est exceptionnel. Nous sommes sur le point de pénétrer dans un réseau souterrain unique au monde qui questionne encore, 50 ans après sa découverte, tous les spécialistes qui se sont penchés sur le dossier. Et c'est un vrai labyrinthe, on peut se perdre vraiment, quoi. Grâce à une datation au carbone 14, on sait depuis peu que ces galeries ont été construites au temps des Romains. Et l'architecture du réseau est totalement stupéfiante puisqu'elle reprend la forme d'une arête de poisson avec 32 couloirs sans aucune issue et surtout sans usage connu. Stop, Laurent. Où tu es, on est encore en 1959 avec cette structure en béton. Ouais. Et où je suis moi, on est en l'an 0 dans les arêtes de poissons. On y arrive enfin. 0, c'est-à-dire que ça a 2000 ans. Oui. C'est incroyable, ça. Difficile de se rendre compte avec juste une caméra. Vas-y, donne un coup de torche sur le réseau. Voilà. Et ça, c'est le long de la colline de la Croix-Rousse. Et de part et d'autre, à droite comme à gauche, sur une bonne trentaine de mètres de chaque côté, c'est ça? C'est ça. D'immenses galeries, vides, qui se terminent en cul-de-sac. Une particularité unique au monde que personne n'est vraiment en mesure d'expliquer 2 millénaires plus tard. Comment est-ce qu'on peut avoir construit un truc pareil sous une grande ville sans qu'on sache à quoi ça sert? Alors, le problème, c'est que pour l'époque antique, on ne sait pas ce qui se passait à la surface. Ouais. Et c'est probablement des galeries qui sont en lien avec des édifices monumentaux présents à l'époque au sommet de la colline. On avait pensé à des galeries de drainage. Bon, c'est pas possible, l'eau est beaucoup plus basse et c'est bien trop important au point de vue volume pour des galeries de drainage. Donc on élimine. Ensuite, on avait pensé à des souterrains pour les religieux. C'est sûr que les souterrains pour les religieux, ça existait, mais à ce niveau-là, ils n'avaient pas les moyens de creuser des galeries aussi importantes. Et puis surtout qu'il n'y a pas de débouché. Quand on est dans les arêtes de poisson, ça des cul-de-sac. Exactement. Troisièmement, galeries militaires. Ça, c'est pas impossible. Mais pour faire quoi? Pour aller où? Et quand on regarde le plan des arêtes de poissons, ce sont des cul-de-sac absolument partout. Une autre théorie, beaucoup plus ésotérique, plane sur les arêtes de poissons depuis que des crânes humains repérés en 59 ont subitement disparu quelques semaines après leur découverte. On ne sait pas pourquoi ils étaient là, ces ossements, Non, pas du tout. ni où ils sont partis. Non. Et est-ce que ça vous a pas donné l'idée d'imaginer que ça pouvait être une nécropole à l'époque des Romains ici? Bien sûr, on y a pensé. Ça sort complètement des schémas de nécropoles connus. On n'a pas du tout ce genre d'édifice pour des nécropoles romaines. Ouais, donc c'est toujours pas ça. Non. Allez, on continue. J'avoue que l'évocation de ces ossements m'a mis très mal à l'aise. Ils laissent planer dans ces galeries la trace d'une insondable présence qui m'a conduit à rebrousser chemin. Plusieurs personnes disent le virage de droite qui est en bas des arêtes, pour simplifier, on est mal. Et c'est vrai qu'on est mal. Et c'est là qu'on a trouvé, dans les années 59-60, ces ossements. Est-ce qu'ils sont toujours ici? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Enfin, des gens qui sont assez sensibles, peut-être comme toi, ont ressenti cette présence. Après, il y a la machine à gamberge, si je puis dire, qui se met en route. Alors là, on a imaginé que ça pouvait être une antenne cosmique, une antenne Ça tellurique. ressemble à une antenne, c'est vrai, en plan, c'est une antenne. Bah oui. Et le ressenti que l'on a à l'intérieur est différent du ressenti qu'on a à l'extérieur. Ah, je te C'est vrai confirme. qu'on est confiné, mais il y a une sorte d'envoûtement. On a envie d'y retourner, même si on a un peu le vertige, même si on a un peu claustro. On va voir parce qu'on est attiré par cet endroit.
Sous les plaques d'égout de la rue des Fantasques, les arêtes de poissons semblent vouloir encore conserver leur mystère. Un mystère qui correspond tellement à cette ville, où les horizons insolites sont partout. Encore faut-il les chercher. Ben Laurent, qu'est-ce que tu fais là sous ton poncho? Tu te déguises? Bah quoi? Y a rien de plus normal que de s'habiller comme ça ici, hein. On est dans les Alpes de Haute-Provence, dans la vallée du Bail. C'est normal. Et oui, il faut dire qu'à Barcelonnette s'est déroulée une histoire incroyable. Au XIXe siècle, des centaines d'habitants ont quitté cette vallée de montagne pour une aventure hors du commun et faire fortune au Mexique. Ceux qui en sont revenus ont construit de fastueuses maisons qui font aujourd'hui la curiosité de cette vallée. Certaines d'entre elles, comme le château des Magnans, sont tout simplement hallucinantes. Et en poussant la porte, Laurent ouvre le livre de cette passionnante histoire humaine. Et quand on voit cette architecture totalement débridée, on se demande où Louis Fortoul, le bâtisseur de ce monument, est allé chercher son inspiration. Alors certains disent en Allemagne, du côté du château du Neuschwanstein, celui de Louis II de Bavière. D'autres pensent qu'il s'est inspiré des bâtiments qu'on trouve sur la Côte d'Azur, notamment à Monaco. En tout cas, cette demeure richissime fait face à un village qui, au début du XXe siècle, est encore très agricole, avec des fermes. Le contraste est saisissant. Et ce château n'est pas le seul à surprendre dans ce paysage de montagne. Dans la vallée, une soixantaine de ces villas dites mexicaines, mais qui n'ont rien à voir avec une hacienda, témoignent de l'histoire des Barcelonnettes. Pour raconter cette épopée, nous avons rencontré un de leurs descendants, Michel Armand, dont le grand-père est parti faire fortune au Mexique, comme tant d'autres ici, en Ubaye. Aujourd'hui, Michel vit la majeure partie de l'année à Mexico et revient chaque été à Barcelonnette pour quelques semaines. En sa compagnie, nous allons découvrir la plus étonnante de ces villas, la Villa Bleue. Et pour moi qui suis plutôt habitué au chalet d'alpage, à l'intérieur, le spectacle est inattendu. Ah oui, c'est vraiment immense. C'est très très grand. C'est même paradoxal parce que cet espace, il faut le chauffer et quand il fait des moins 25 à l'extérieur, mais ils avaient les moyens et ça leur plaisait, donc c'était important. Et à l'époque, le style art déco, c'était le nec plus ultra, ce qui avait de plus moderne, futuriste même. C'était le top du top, c'était en plein l'époque de l'art déco et ça plaisait énormément. Et ça, on a un magnifique exemple de maison art déco ici. À côté de fermes, de bergeries, en pleine montagne, c'est ça qui est très étrange. Exactement. Et il y a ce vitrail qui est sublime. Exactement. Un vitrail monumental qui raconte en quelques images l'épopée de ces paysans du XIXe siècle. Les montagnes de l'Ubaye, les volcans du Mexique, les usines et les villages ouvriers, les grands magasins et les métiers à tisser. Donc c'était vraiment la boucle complète, le contexte, l'usine, comment c'était fabriqué et comment c'était vendu. Pour certaines familles, c'est le jackpot dans le textile, l'alimentation, le commerce de bétail. Ils fondent de véritables empires industriels, créent des milliers d'emplois, ouvrent d'immenses magasins sur la place centrale de Mexico et signent des billets de banque. Le grand-père de Michel, par exemple, était devenu un personnage hyper puissant. Ça, j'y tiens beaucoup. Pour moi, c'est important. C'est une pièce de monnaie qu'il avait, qui lui servait à lui payer ses employés. Ça veut dire quoi, un tarea? Ça veut dire un travail. C'était ce qu'il donnait. Ouais. Qu'est-ce qu'ils appelaient un travail, je ne sais pas. Mais tarea, c'est travail. C'est incroyable. Il battait monnaie, il payait ses ouvriers avec. Il battait monnaie. Et alors, ce qui s'est passé, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il est arrivé à avoir tellement d'employés sous ses ordres qu'un jour, le gouvernement n'aimait pas du tout ça. Il avait presque plus de personnes sous ses ordres que l'armée n'avait de soldats. Ils avaient peur qu'il fasse un coup d'État à tout instant. Ils lui ont dit, maintenant, tu prends tes choses et tu te dégages d'ici. Aujourd'hui, à part les villas inscrites dans le paysage, il ne reste plus grand-chose de tout cela. À Barcelonnette, on rend chaque été un hommage festif à ce passé glorieux dans les rues de la ville. Mais au Mexique, les racines de ces familles sont ancrées en profondeur dans toute la société. Il y a maintenant 60 000 Français descendants de Barcelonnette au Mexique et on en trouve à tous les niveaux de la société. On en trouve depuis le maire de Mexico, qui était un descendant de Barcelonnette. Ah oui. Il y a des gouverneurs d'État qui étaient de Barcelonnette. Il y a des humoristes là-bas qui sont très connus, qui sont d'origine Barcelonnette. Enfin, ils ont vraiment, on les retrouve à tous les niveaux de la société. C'est fou. Ah, je sais pas, je suis complètement fasciné par cette histoire. Dans ce petit village de montagne, dans cette petite ville de montagne,
avec ce cadre certes agréable aujourd'hui. Tous ces gens qui sont partis, qui vivent une vie sous les tropiques, comme vous d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, vous avez du mal avec le froid maintenant. Hein. Oui. J'adore l'été ici. Pour moi, c'est très important de venir ici. Ce moment, je le perds pour rien au monde. Mais je me sens presque plus mexicain que français. Ça fait 3 générations qu'on est là-bas. Mais si vous me demandez où est-ce que je veux être enterré, d'ailleurs, ma compagne a les consignes. Elle me ramène ici, elle m'enterre à Barcelonnette. Tous les Barcelonnettes, on a ça très ancré en soi. Même si on vit à l'étranger, même si on adore l'étranger et qu'on se... Barcelonnette, c'est sacré, c'est important.